J'ai été présenté comme effectivement un des directeurs du groupe Adista et peut-être que la première question pourrait être et l'intelligence économique et Adista, pourquoi? Tout simplement parce que dans ma vie passée, j'ai vécu une dizaine d'années en Chine et j'ai été au cœur de la guerre économique qui était une terminologie non employée dans mon environnement avant que j'arrive en Chine. Parce que j'étais un des représentants, alors j'étais vice-président d'un groupe français, j'étais un des représentants des conseillers du commerce extérieur. Et en accompagnant des groupes d'une taille bien plus importante que mon groupe, je me suis rendu compte que ce qu'on pouvait apprendre dans les écoles de commerce ou même sur les bancs de la faculté de droit s'arrêtait assez rapidement à la frontière à partir du moment où on décolle d'Orly. On arrive dans un monde où le concurrent et l'État ne sont pas juste les trois acteurs avec qui je vais devoir gérer, et en plus avec des armes qui ne sont pas toujours celles que j'avais l'habitude d'utiliser, à savoir le marketing, la vente, la promotion. Ensuite, à mon retour en France, j'ai été interloqué parce qu'un ambassadeur m'avait dit: est-ce que vous pensez sincèrement, monsieur Bertschy, que la ligne Maginot a arrêté les Allemands? Le problème vient de là en France. Alors, je suis resté avec ça pendant quelques années. Et sur différents parcours et différentes personnalités que j'ai rencontré Christian Arbulot, qui était fondateur de l'école de guerre, qui est fondateur de l'école de guerre économique. Et on a dîné ensemble et là, j'ai dit: je veux faire ça. En fait, je voudrais comprendre ce qui s'est passé dans ma vie d'avant, savoir comment les autres ont agi pour que ça se passe aussi mal et qu'on soit toujours en réaction, comme un boxeur dans un coin et on n'arrive pas à s'en sortir. Tu parlais de guerre informationnelle, c'était le principal sujet, hein, j'étais en Chine. Voilà, donc je rentre dans le vif du sujet, je suis très très content parce que tu n'as pas encore levé d'affiche pour me dire le temps qui restait. Je vais attaquer l'entonnoir par cybersécurité, sécurité, sûreté, qui sont autant de thèmes qu'il serait bon d'aborder aussi dans un prochain événement, je pense. En cours, que je donne parfois à des ingénieurs en 5e année de master cyberdéfense, qui dure 8 jours, donc 20 minutes en 8 jours ou 8 jours en 20 minutes. C'est assez complexe. Je dis toujours qu'en réalité, tout a commencé il y a un bon moment. Vous voyez ici 4 exemples. Le premier exemple, c'est l'entreprise Shell qui avait été sous le joug de Greenpeace, l'affaire Brent-Spar. Je ne sais pas si ça parle, alors les plus jeunes d'entre nous ne connaissent pas cette affaire, où en réalité, on voit tout simplement comment un comité de direction est complètement dépassé par les événements, regardait leur plateforme qui était prise d'assaut par Greenpeace. Pendant ce temps-là, il y avait les stations essence qui prenaient feu en Allemagne, le tout avec une guerre informationnelle. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas du tout prévu dans leur plan de gestion de crise qu'un jour, ils pourraient se retrouver en face d'une organisation non gouvernementale et leur faire perdre environ 20 points à la bourse en 3 jours. Donc ça, c'est un premier élément d'introduction. Deuxième élément d'introduction, un groupe que j'ai eu la chance d'accompagner, parce que intelligence économique et cybersécurité, j'en parle. On a notre directeur de l'offre cybersécurité ici, j'en parle tous les jours. C'est-à-dire que la cybersécurité, c'est bien, un peu comme la ligne Maginot, mais il faut être accompagné. J'imagine que vous avez des dirigeants qui vous accompagnent plus ou moins sur ces sujets-là lorsque vous essayez de lancer des alertes. Et dans le cas présent, j'avais accompagné un grand groupe avec une quarantaine de filiales qui voulaient déployer du NAC, du firewalling. Donc, ou classique, le POC, on va le faire au niveau du siège. Mes ingénieurs m'avaient remonté ça et je m'étais renseigné. C'est un vilain défaut, l'intelligence économique, vous savez, au bout d'un moment, c'est une façon de vivre. Donc, on lance une petite veille, plutôt bien faite, parce que j'ai des amis qui sont très techniques. Moi, je ne suis pas très technique, mais à qui je peux poser des questions et qui ont lancé une veille et qui m'ont dit: tiens, c'est intéressant, ce groupe-là est en train de faire une acquisition hostile. Ici, il y a des préavis de grève. Ici, ça va taper. Je vous la fais très très courte, parce qu'encore une fois, j'ai que 20 minutes. Au lieu de faire un POC sur le siège en France, on a fait un POC pilote rapide sur 4 filiales qui étaient, à notre avis, prêtes à se faire couper en deux. On a eu raison, parce qu'elles étaient prêtes à se faire couper en deux. On a gagné le contrat. Si on n'avait pas fait d'intelligence économique, on aurait suivi un process tout à fait classique pour valider une solution technique accessoirement excellente, mais pas au bon endroit. Troisième exemple, et là je passe rapidement, je fais toujours un appel à Frédéric Pierucci, qui lui aussi, je ne sais pas si certains ont connu l'affaire Alstom, qui a connu les armes de guerre économique, à savoir l'extraterritorialité du droit américain, et qui en a subi les conséquences. Alors moi, ma vie a changé parce qu'un jour on m'a parlé de la ligne Maginot. Lui, il s'est retrouvé dans un centre de haute sécurité aux États-Unis pendant plusieurs mois. C'était pas tout à fait la même histoire. Et depuis, il a changé de vie. Et il fait partie de ces militants de l'intelligence économique. Et enfin, les amendes, toujours sur le Patriot Act américain.
pour BNP Paribas et la liste serait très très longue. Tout ça pour dire que dans tous ces établissements, il y a de la cybersécurité, dans tous ces établissements, il y a des comités de pilotage, des comités de direction, mais quand on n'a pas pris conscience qu'on était dans la guerre économique, c'est très compliqué de survivre et finalement nos petites décisions n'ont pas toujours beaucoup de sens. Étant donné qu'on vous passera les slides, la pression commence, il me reste 15 minutes, c'est terrible. Étant donné qu'on vous passera les slides, je ne vous lirai pas les définitions sur l'intelligence économique, il y en a beaucoup. Mes trois illustres collègues qui vont aborder le thème sous différents aspects vont la nourrir au fil de l'après-midi. Mais bien évidemment, on se concentre sur l'information pour l'aide à la décision. Dit autrement, l'intelligence économique est au cœur de trois disciplines: le renseignement, l'influence et la protection. Alors, dans le monde de l'intelligence économique, la plupart des personnalités avec qui j'ai pu apprendre et approfondir cette thématique sont d'anciens militaires. La première mission d'un militaire, c'est de défendre. Donc, ne prenez pas l'ordre dans lequel je vous ai lu ces trois métiers comme acquis. La première mission, c'est bien de protéger. Donc, l'aide à la décision, c'est comment protéger mon entreprise. Ce n'est pas à vous que je vais le dire. L'influence est souvent un terme galvaudé, mal connu, parfois vulgaire. Je dis souvent que dans beaucoup d'écoles de commerce prestigieuses où j'ai pu intervenir, il y avait beaucoup de poètes et qui pensent que l'influence, c'est quelque chose qui ne va pas les concerner alors qu'on est sous influence toute la journée. Et surtout lorsqu'on est dans une entreprise qui doit évoluer dans des États qui ont des stratégies de puissance. Quand un État a une stratégie de puissance, il a une stratégie d'influence. Et il faut le dire, malheureusement sur les plateaux télé dernièrement, on n'entend pas beaucoup parler, même si à l'aune des élections américaines, je pense qu'il y aurait de quoi dire, plus l'actualité chinoise, etc., etc. Et enfin, les trois thèmes que j'aime à retenir, c'est toujours surveiller, non pas comme le livre magnifique Surveiller, punir, là c'est surveiller, protéger et influencer. Dans le cadre qui nous concerne aujourd'hui, l'influence est un thème qu'on va mettre de côté, quoique, parce que lorsque vous prenez des décisions pour l'investissement sur une solution technologique, vous êtes sous influence, nécessairement, mais c'est plutôt en termes de protection. Là, je vous inviterai à prendre vos décisions. En revanche, sur surveiller et protéger, c'est votre quotidien. La protection est au cœur des discussions que j'ai avec quelques membres de l'entreprise qui sont ici. La surveillance, en revanche, elle se fait souvent en deux dimensions. Et pour faire une surveillance bien active, on a une petite boîte à outils. Il y en a beaucoup d'outils dans l'intelligence économique, mais il y en a deux qu'on va voir rapidement. La cartographie. Et pour prendre une décision, vous faites des cartographies, j'imagine, cartographie des risques, etc. Mais pour prendre une décision, une cartographie de son environnement qu'on peut retrouver sous forme d'échiquier également, pour prendre en compte les trois échiquiers, les trois prismes. Donc ne plus lire les choses en deux dimensions. Je suis acheteur, il est vendeur. Mais d'où vient-il? Pourquoi insiste-t-il? Est-ce que j'ai vraiment intérêt à acheter? Etc., etc. C'est la prise en compte de trois prismes. L'échiquier économique, pour le monde de l'entreprise, de manière générale, il est assez bien pris. Je dis bien de manière générale, il est assez bien pris. J'ai accompagné dans mon passé également des startups deep tech, qui, à coup d'articles de journaux et de tweets, étaient heureuses d'annoncer qu'ils avaient fait une levée A puis une levée B. Dans certains cas, j'ai apporté de mauvaises nouvelles parce que j'ai cartographié les fonds d'investissement et les fonds d'investissement derrière les fonds d'investissement. Et je pouvais déjà leur donner la chronique d'une mort annoncée et le pays dans lequel ils allaient terminer, au final. Donc c'est pour ça que je dis que c'est à peu près bien pris, mais souvent en deux dimensions. J'ai levé, donc j'existe, donc c'est super. Et puis je connais le fonds d'investissement. Petit détail, derrière un fonds d'investissement, il peut y avoir d'autres fonds d'investissement. Et les fonds souverains qui dépendent d'États, qui à leur tour, alors là j'ai fait un truc, voilà, qui dépendent d'États qui à leur tour ont une stratégie de puissance. Lorsqu'on est une start-up deep tech en France, on est sous influence directement sans le savoir. Ensuite, sur l'échiquier sociétal, là c'est un sujet qui nous regarde. Je vous parlais de l'exemple de Greenpeace. Les organisations non gouvernementales savent faire de la guerre économique, savent faire de la guerre informationnelle, des opérations commando. Lorsqu'on est dans un grand groupe et qu'on est en charge de la cyber, il y a 10 ans, c'était géré par les affaires générales, par la direction de la stratégie, par la direction de la communication. Maintenant, heureusement, j'ai pu constater que dans beaucoup de groupes où j'ai été impliqué, parce que je fais aussi une intelligence économique sur mon temps libre avec quelques autres fantassins, que l'information passe beaucoup mieux, que les entreprises sont moins silotées
et que dans les cabinets de gestion de crise, on implique de plus en plus la cyber pour dire attention, on est sous attaque dans tel pays sur telle filiale, regarde ce qu'il se passe. En France, elle est relativement récente, malheureusement, et surtout, ça ne va pas assez vite. Donc merci Occlusif pour avoir monté cette conférence, parce que chaque petit pas d'alpiniste compte. je m'inscris complètement dans ton introduction pour sensibiliser un maximum de décideurs, un maximum de personnes en France. On est dans un pays entouré de pays qui, eux, font de l'intelligence économique. L'Allemagne fait de l'intelligence économique, sans aucun problème. Ils l'apprennent dans toutes les écoles. L'Angleterre fait de l'intelligence économique. Nous, on n'en fait pas. Aujourd'hui, on considère qu'on n'en fait pas. Cependant, on peut constater que sur les dernières années, sous l'impulsion d'Édouard Philippe, ça revient avec une fréquence. C'est-à-dire que les signaux commencent à être forts. C'est-à-dire que les travaux du Sénat, je parle sous le contrôle des juristes, il y a des commissions qui s'enchaînent. Donc, soyons optimistes, c'est certainement quelque chose qu'on devrait voir de manière plus incisive dans notre quotidien. Alors qu'aux États-Unis, bon, c'est né aux États-Unis comme beaucoup de choses, c'était au retour des officiers de la guerre du Vietnam, je ne sais pas si vous le savez, il fallait recycler beaucoup d'officiers et on les a mis dans les grands groupes américains. Et un officier qui a fait la guerre du Vietnam, il s'est protégé, il s'est attaqué. Et regardez l'histoire qui a suivi derrière, ils ont su faire de la guerre économique. Et on en est là, on en est aujourd'hui, parce qu'ils ont su le faire, alors que nous, on a parfois reculé, voire même on a dit qu'à un moment, l'industrie de l'informatique n'était pas nécessaire dans notre pays. Un petit bilan sur l'intelligence économique dans les entreprises. J'ai tiré ça j'ai cherché beaucoup d'informations mises à jour sur les sites du gouvernement. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Dans les grands groupes, ça y est, ça transpire l'intelligence économique un peu plus. C'était une excellente nouvelle, Juliette. Quand j'ai trouvé ce slide, j'ai dit j'aimerais avoir les données derrière parce que j'ai eu un choc. Oui, c'est une victoire, donc c'est excellent. Ça veut peut-être dire qu'on va passer à l'offensive derrière aussi. On n'est pas juste là pour se protéger et se défendre. Dans les ETI, ça a été aussi une bonne nouvelle. Une ETI sur deux qui s'intéresse, qui fait appel à un cabinet d'intelligence économique, c'est une bonne nouvelle. En revanche, dans les PME, il y a encore beaucoup de travail. C'est normal. J'ai été chef de PME. Dire à un chef de PME, surtout, n'oublie pas de faire l'intelligence économique quand on a l'URSSAF le matin et l'après-midi, les bulletins de salaire à faire, c'est quand même pas facile. Ceci étant dit, lorsqu'on est une PME dans un secteur sensible, je fais partie de ceux qui pensent que l'État devrait être à leur côté, encore de manière plus prégnante, dès le jour 1. Je pense au domaine de la pharmacie, notamment suite au Covid. Alors les enjeux sont relativement simples. En revanche, j'ai travaillé sur l'angle pour arriver sur cette conférence, intelligence économique et cybersécurité de manière plus prégnante, en imaginant un acteur, une bande dessinée, oui, un acteur de l'intelligence économique, un acteur de la cybersécurité sur différents sujets. Donc sur la protection des informations stratégiques, comme on l'a vu dans la définition, il y a la collecte d'informations, bien évidemment, avec un travail de préparation abouti. De l'autre côté, sur la cybersécurité, on protège ces informations contre les cyberattaques. Donc c'est du rugby. J'aime à dire que dans une entreprise, quand il y a de l'intelligence économique, on a un pivot, on a un demi de mêlée qui fait circuler le ballon entre les différents services de la communication, de la cyber, de l'IT, du commerce, etc. L'anticipation des menaces, bien évidemment, à partir du moment où on a collecté l'information et qu'on travaille main dans la main dans une entreprise. D'ailleurs, ce matin, j'ai eu un ami qui est dans un comité de direction d'un grand groupe et qui me dit apparemment l'intelligence économique va être au CODIR du groupe. Qu'est-ce que tu en penses? Je dis invite-moi pour les petits fours. On va fêter ça. Et ça va tout changer parce qu'à partir du moment où le responsable de l'intelligence économique peut parler d'égal à égal avec chaque directeur de chaque pan d'une entreprise, on va forcément passer à un autre niveau. La réduction des risques. Je passerai rapidement dessus parce que c'est votre métier au quotidien. Donc, l'intelligence économique a un rôle à jouer aussi là-dessus. Je suis encore dans les temps des 10 minutes. Ah, il me reste 5 minutes, mais j'en ai loupé un alors. Ok. L'amélioration de la résilience, bien évidemment, et surtout la formation et la sensibilisation. Je ne vais pas revenir sur un poncif que je pense vous maîtrisez tous, l'importance des réseaux sociaux auprès de vos collaborateurs et l'utilisation des réseaux sociaux par vos collaborateurs. Ça reste un sujet dans beaucoup d'entreprises, y compris du CAC 40, sur lesquelles on a fait des tests et on a démontré par A plus B que tout était bon. Malheureusement, il y a un avant et un après le travail. Et après le travail, il y avait beaucoup trop d'informations qui circulaient sur les réseaux sociaux.
Je lance un ballon à ma collègue qui parlera d'intelligence artificielle, de cybersécurité et d'intelligence économique, le tout en 20 minutes. Si elle y arrive, ça va être formidable. Et également la gouvernance et la conformité. Donc autant de thèmes qui nous habitent tous les jours et autant de thèmes dans lesquels l'intelligence économique s'invite. Donc à partir du moment où on a dressé ce tableau, qu'est-ce qu'on peut faire? Identifier bien sûr les actifs stratégiques, mais dans l'exemple que je vous donnais de mon client, dans les actifs stratégiques, on parlait du siège. Parfois, il faut une lecture en 3 dimensions sur ce qu'est un actif stratégique. Et j'ai assisté à des séances de définition des actifs stratégiques d'un groupe avec le responsable juridique, le responsable de la cybersécurité, de production, de R&D, etc. Je peux vous dire que c'est des réunions qui étaient normalement censées durer 3 heures. Au bout de 2-3 mois, il y avait encore des discussions sur Teams. Ensuite, bien évidemment, la veille stratégique et la sécurité apportée au plus haut niveau de l'entreprise. Au plus haut niveau de l'entreprise. Je reviens sur la ligne Maginot. Ou le coffre-fort dans une banque. Quand le cambrioleur arrive au niveau du coffre-fort, c'est trop tard. Et il y a 2-3 choses qu'on n'a pas bien faites au début. La formation suite à la sensibilisation. Donc pour faire simple, je l'avais dit à Pierre-Emmanuel, au final, quand j'en discutais avec mon père d'intelligence économique, je viens d'une famille, on a les pieds dans la glaise, il m'a dit, mais tout ce que tu me racontes, nos grands-parents l'ont fait, naturellement, sans appeler ça ni intelligence ni économique. Mais à partir du moment où on a un bien, on le protège, donc on surveille, on essaye de faire savoir à tout le monde qu'on est les meilleurs, et si on arrive à faire des alliances pour prendre le champ du voisin, on va le faire presque par tous les moyens. Merci.